Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, en tous les cas, déjà à Angèle et puis aussi à Madame de la Bouglise de me permettre d'intervenir aujourd'hui, de m'avoir convié, de m'accorder la confiance pour essayer de répondre à une problématique que beaucoup d'entreprises connaissent aujourd'hui dans le contexte global. Merci pour cette introduction, Angèle, sur ces différents sujets. Une présentation va accompagner mes propos aujourd'hui et durant laquelle je vais vous parler de ces sujets d'entreprise, mais il était important d'une part que je présente Sofitech dans un premier lieu pour que vous sachiez qui je suis et qui s'adresse à vous. Voilà. Tu peux éventuellement changer le slide, je veux bien, Angèle. Et puis, merci beaucoup, c'est gentil. Et puis ensuite, je vais évoquer aussi le contexte général. Je pense que c'est vraiment important que l'on voit un petit peu le contexte dans lequel tout le monde évolue en ce moment. Ça servira de base. Et ensuite, je vais me consacrer un peu plus dans les dans les différentes approches du traitement de la trésorerie. Je sais que parmi vous, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance, de pilotage de la trésorerie, et c'est pourquoi je ne rentrerai pas dans des aspects trop techniques. L'idée étant d'ouvrir un débat, enfin d'ouvrir des pistes, et puis après, bien évidemment, Fibois de France, par l'intermédiaire d'Angèle notamment, et moi, on restera à votre disposition pour répondre aux questions qui sont les vôtres. Je sais, et Angèle m'a informé là-dessus, que Romane de Fibois est avec nous également et va pouvoir réunir, collecter les questions qui seront les vôtres sur le chat et ne pas hésiter, j'invite d'ailleurs à Romane de ne pas hésiter à intervenir rapidement dès lors qu'une question est posée parce que ça permettra d'être réactif et surtout de la traiter au moment où elle est posée. Et on s'adapte aux questions qui sont les vôtres et c'est vraiment l'exercice que je souhaite réaliser aujourd'hui. Voilà. Angèle, est-ce que c'est possible de passer sur le slide suivant? J'espère que tout le monde m'entend bien quand même. N'hésitez pas à manifester avec votre pouce si vous m'entendez bien. En tous les cas, c'est important que merci. Je vois des pouces apparaître sur l'écran, donc je vous remercie. C'est important que la communication soit la meilleure possible. Donc, Sofitech, qui sommes-nous? Nous sommes une société de caution mutuelle qui a été créée à la demande des différentes fédérations industrielles qui composent aujourd'hui la Fédération des industries mécaniques, basée à la Maison de la Mécanique à la Défense, ça ne s'invente pas. Ces fédérations ont toutes des spécialités spécifiques. Je pense notamment à Artema, je pense à Evolis pour les machines, je pense à l'UETS pour le traitement de surface, et j'en passe. Elles sont aujourd'hui au nombre de 17. Elles étaient plus nombreuses auparavant. Il y a eu des phénomènes de concentration, mais aujourd'hui, toutes ces fédérations ont des poids plus ou moins importants et sont composées d'adhérents, donc d'entreprises de ce métier, du métier, qui sont plus ou moins grosses, mais la grande majorité sont quand même des PMI qui ont pour beaucoup la particularité d'avoir une dirigeante ou un dirigeant qui est à la barre du bateau, qui est président ou présidente DAF, DRH, DIRCO, beaucoup de casquettes pour une seule personne, et c'est pourquoi l'accompagnement sur un certain nombre de sujets était nécessaire et recensé par ces différentes fédérations. Et il avait donc été décidé de créer une structure de conseil au sein de la FIM qui s'appelle Sofitech et qui au départ intervenait sur différents sujets. Il s'est avéré avec les années que le métier de Sofitech s'est concentré sur de l'accompagnement financier parce qu'il y avait très clairement des frustrations ressenties par les adhérents sur l'accompagnement financier des investissements qui étaient ceux des industriels. Et c'est pourquoi nous nous sommes petit à petit concentrés sur ces réponses-là, concentrés sur cet accompagnement-là, pour essayer de faciliter l'accès à l'investissement des industriels et de toute société qui sont dans le changement ou qui transforment en tous les cas. Les adhérents de Fibois sont complètement également dans cet ADN-là, et c'est pourquoi je travaille aussi aux côtés de Fibois, Hauts-de-France en l'occurrence,
pour essayer de répondre aux questions qui peuvent être les autres. Voilà là un petit peu la genèse de tout ça. Donc, dans nos administrateurs, on va bien évidemment avoir la FIM, ça va sans dire, mais également d'autres syndicats importants que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. J'ai nommé le GIFAS, voilà, pour l'aéronautique, la FIEC, les Fondeurs de France, Polivia, ancienne Plasturgie, France Chimie, et aussi le Crédit Coopératif, qui est une banque avec laquelle nous travaillons beaucoup. Angèle Ouest, je veux bien, merci beaucoup. Nous sommes une petite structure en soi, parce que structure de conseil, hein, et nous apportons des solutions de financement pour les investissements et les marchés. Voilà. On accompagne des centres d'affaires du Crédit Coopératif en apportant une contre-garantie. C'est pourquoi vous pouvez m'assimiler à une sorte de BPI industriel. Je tiens ces propos-là parce que si BPI intervenait dans cette réunion, il n'apprécierait peut-être pas tant que ça la comparaison, mais en tous les cas, c'est une image qui vous donne vraiment une idée assez précise de ce que nous sommes. Nous allons apporter des garanties qui vont permettre de demander aux banques de moins vous en demander quand vous avez besoin d'investir. Et puis aussi, nous allons apporter des garanties à la banque pour faire en sorte de préserver et cultiver l'enthousiasme bancaire à vouloir vous accompagner dans les investissements ponctuels qui sont les vôtres. Et Sofitech, c'est aujourd'hui, en tous les cas sur 2024, ça a été 628 dossiers, vous le voyez à l'écran, pour 190 millions d'euros d'études en 2024. 140 millions d'euros ont été mis en place et on représente environ 2000 sociétaires. Voilà, parce qu'en effet, on demande généralement, tout le temps d'ailleurs, aux entreprises que nous accompagnons, de nous verser des souscriptions qui sont d'un montant modeste, je vous rassure, et qui sont intégralement restituées au terme de l'encours. En fait, vous rentrez au capital de Sofitech pendant la durée du prêt en question, et puis après, les souscriptions vous sont restituées intégralement aux sociétés qui ont fait appel à Sofitech pour les accompagner dans ces projets d'investissement. Je veux bien éventuellement la suivante, si possible, Angèle. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va intervenir sur la contre-garantie d'investissement, je le précisais. Alors, pour tout type de sujet, ça peut être de la croissance externe. Hein, des sociétés en absorbent d'autres aujourd'hui, on le voit, et ce n'est pas qu'un petit phénomène. Hein. Aujourd'hui, ça occupe bien 30 à 40% de mon temps. Il y a eu des périodes de croissance externe plus fortes que d'autres, et il est vrai que la période de Covid suivie par le conflit russo-ukrainien a fini par échauder certains dirigeants qui approchaient de la retraite et qui avaient tout simplement envie de passer à autre chose. On voit ces phénomènes de croissance externe, on en voit quand même beaucoup. Du rachat de titres, tout simplement, aussi partiel au sein d'une entreprise, et puis aussi des prêts BFR, on va d'ailleurs en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure, et puis aussi tout simplement de l'investissement, de l'accompagnement de l'investissement CAPEX immobilier par le biais de crédits baux ou de prêts moyen terme classiques. Voilà. Dans certains cas, et avec des adhérents aussi de la FIM, on peut aussi intervenir avec une ligne spécifique de croissance PMI. Voilà, mais je ne m'éterniserai pas dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, les souscriptions qui sont versées à Sofitech sont toujours intégralement restituables au terme de l'encours. Je veux bien Angèle éventuellement le suivant. On peut intervenir sur d'autres sujets également. On constate de plus en plus que des entreprises de tailles différentes tradent entre elles. Et dans ce cadre-là, on est de plus en plus sollicité pour avoir des cautions de restitution d'acompte ou de bonne fin. Les sujets de caution sont importants pour permettre à des sociétés de travailler entre elles et se sécuriser dans leur discussion. Les cautions de marché sont des sujets qui sont de plus en plus présents dans le quotidien des entreprises aujourd'hui. Également, je vais aborder très brièvement la facturage sur ce slide. J'y reviendrai plus sérieusement par la suite. Et puis aussi, l'allocation financière, c'est un sujet que je veux aussi aborder aujourd'hui parce que c'est quelque chose et une solution qui peut aider des entreprises dans différents cas et on peut l'utiliser pour vendre des assets aboutis ou tout simplement pour investir. Voilà, merci Angèle, je veux bien le slide. Je vous ai présenté brièvement
Sofitech, l'objet de mon intervention n'est pas de vous parler trop de moi, mais plutôt de ce qui existe. Je vous avais dit tout à l'heure et en préambule que je m'intéresserais aussi à fixer un postulat de départ. Alors, je vais avoir 3 slides qui vont parler, qui vont se succéder bientôt là. Et ceux-là ne sont pas forcément des plus sympathiques, je dois le reconnaître, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Et c'est important de fixer ce contexte général qui montre que les sujets de trésorerie que vous ressentez peut-être aujourd'hui sont des sujets qui sont ressentis par beaucoup. Et croyez-moi, c'est un sujet que je traite aujourd'hui au quotidien avec tous les dirigeants que j'accompagne. Les slides que je vais vous présenter sont issus de la COFAS, ils sont tout à fait officiels. De toute façon, la présentation et ce webinaire est enregistré. La présentation vous sera envoyée par Angèle à son terme dans la journée ou peut-être demain. En tous les cas, vous aurez accès à ces supports. J'avais l'intention par ce slide-là que vous voyez, historique et prévision de croissance, bon, c'était de voir où on en est. Alors, j'ai pas trop envie de parler des autres pays, on va se concentrer sur la France, je pense qu'on a déjà suffisamment à faire avec nous-mêmes. On reconnaît assez bien sur l'histogramme, en tous les cas, de gauche, l'année du Covid. Voilà, au moins le Covid a le mérite de se distinguer parmi les autres années. Hein, et puis, on a bien vu un petit peu le ralentissement et le retour accéléré, dopé aussi parce qu'il n'avait pas été fait précédemment. Et on voit sur le graphe de droite les années 2023, 2024 et prévisions 2025. Concentrons-nous sur la France avec des réalisations 2023 et 2024 relativement timorées et des prévisions extrêmement modestes également sur 2025. Alors ce slide, il est sympathique, il montre que les choses sont positives. Quand on retraite avec l'inflation, au bout du compte, c'est peut-être moins sympathique que ça. Alors l'inflation, excusez-moi, c'est contracté ces derniers mois, heureusement, et il était temps. Surtout quand on la compare au mois équivalent de l'année N-1. Mais en tous les cas, naturellement, ça pondère les chiffres qui vous sont présentés ici. Je veux bien, Angèle, le slide suivant si possible. Merci beaucoup. Quand on parle des prévisions de croissance, après, derrière, on peut voir aussi les effets qui ont été ceux des différents événements que nous avons vécus ces dernières années. On reconnaît une fois de plus l'année 2020 et son Covid, qui a montré à quel point la trésorerie a été mise à mal d'un seul coup, et puis ensuite redressée au gré, pendant les années 2020, 2021 et 2022, au gré de la distribution des PGE que nous avons toutes et tous connus. Voilà, ça a rapporté un niveau de trésorerie dans les entreprises, ça a rassuré. Je ne suis pas là pour dire si ça a été bon ou mauvais, je reste humblement dans ma position. En tous les cas, ils ont existé et ils ont permis aux entreprises de retrouver de la trésorerie. Néanmoins, ça restait ni plus ni moins une dette et bien évidemment, on constate quand même que dans la grande majorité, le niveau de trésorerie des entreprises s'est allègrement dégradé depuis la distribution des PGE et c'est assez normal. J'ai même envie de vous dire que, et prendre une comparaison un petit peu humoristique, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais quand on traverse une piscine en apnée, la seconde moitié est toujours plus compliquée que la première, et ça nous amène assez naturellement au slide suivant, éventuellement Angèle, si c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Qui nous amène avec, quand il y a des soucis et des chutes vertigineuses de trésorerie, ça nous amène naturellement à des soucis de défaillance. Alors, comme sur le premier slide, j'ai envie qu'on se concentre assez naturellement sur la France et vous retrouverez la courbe de la France, la ligne brisée, j'ai envie de vous dire, qui est la plus sombre sur le graphe de gauche. Hein. Alors, ce slide, je l'aime beaucoup, mais il nécessite d'être bien lu. En fait, il compare le niveau de défaillance d'entreprise par rapport à la dernière année de référence. Et l'année de référence, c'est la ligne abscisse, qui est la dernière année de référence, 2019. Et oui, entre Covid et conflit russo-ukrainien, avec tous les effets collatéraux que ça a mené, tant sur la hausse des taux que sur la volatilité des matières premières, la normalité est devenue exceptionnelle et l'exceptionnel est devenu normalité. Toujours est-il, c'est le terrain de jeu qui est le nôtre à toutes et tous aujourd'hui et il faut jouer là-dessus.
mais on constate quand même très clairement que cette ligne brisée bleu foncé du graphe de gauche dépasse cette fameuse ligne plate qui est la ligne référence des niveaux de défaillance de 2019, dernière année de référence, depuis 2023, au gré des chutes de trésorerie que l'on a constatées grâce au slide précédent, rappelez-vous. Et depuis, ça ne cesse d'augmenter. Donc oui, en effet, nous connaissons quand même des niveaux de défaillance qui sont très importants. Ça n'est pas encore terminé. Je ne suis pas en train de vous donner la météo de demain, mais déjà quand on voit ce qui s'est passé dans les mois passés, on peut comprendre que le sujet de la trésorerie soit un sujet important. Voilà, je m'arrêterai sur ces slides un petit peu difficiles, je vous l'accorde. Et maintenant, on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Angèle, est-ce que c'est possible de passer sur le slide suivant et je vais en profiter tout de suite. Roman, est-ce que nous avons d'ores et déjà des questions, peut-être par des participantes et participants? Non, pas encore. Pour le moment. Ok, voilà, on peut entendu. avancer. Je poursuis. Au niveau des approches bancaires classiques, quand on a des sujets de trésorerie tendus, et cela arrive, oui, il y a des sujets assez classiques. Je ne vais pas rentrer trop loin dans le détail. Bien évidemment, le prêt bancaire BFR, il existe et il est possible. Ceci dit, évidemment, et vous vous en doutez, le prêt bancaire BFR, c'est-à-dire du prêt de cash, ni plus ni moins, n'est pas le sujet de travail de l'interlocuteur bancaire favori. Voilà. Ça, ce sujet-là, il préfère financer des véhicules de l'ordre des investissements, aller travailler sur la quantité de flux, tout ça, aller financer du BFR. Ça n'a jamais été un sujet passionnant pour un banquier, encore moins en cette période plus chahutée. Donc, si vous avez l'intention de solliciter des prêts BFR auprès de votre banque, faites-le uniquement auprès des banques avec lesquelles vous travaillez. À mon humble avis, et en toute humilité, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine d'aller challenger une nouvelle banque sur un sujet comme celui-ci. Je pense que vous n'obtiendrez pas votre sésame là-dessus. Également, ne pas envisager des montants trop importants sur le BFR, parce que ça fait tout de suite monter en délégation chez vos partenaires bancaires, et ça complexifie allègrement le dossier. Donc attention aux montants demandés sur des lignes BFR. Voilà. Évidemment, travailler le sujet du découvert, c'est un sujet qui est existant. Vous avez le droit d'évoquer ce point-là avec votre banque, quand bien même vous n'avez pas eu l'habitude peut-être d'avoir recours à cette solution. Ponctuellement, ça a le mérite d'exister. N'hésitez pas à échanger avec votre interlocuteur bancaire sur les sujets du découvert. Je suis toujours sur des sujets relativement classiques, des leviers qui sont à votre disposition et que vous pouvez acter. Je m'intéresserai sur d'autres points par la suite. Mais cela, c'est important aussi de les évoquer parce que ils existent, ils sont là, utilisez-les et n'ayez pas peur d'aborder ces sujets-là, que de toute façon, certains de vos confrères n'hésitent pas à aborder au quotidien, on le voit. Également la cession d'actifs. Ça, on en a constaté beaucoup plus ces derniers temps. Les cessions d'actifs, notamment de l'immobilier, pour retrouver du cash. Et j'ai eu de nombreux sujets à traiter dans ce cadre-là ces derniers temps. Ça arrive. Il existe même des cessions d'actifs ponctuelles où on peut reprendre la possession de son bien derrière. Sur le sujet immobilier, j'en ai vu un certain nombre de ces derniers temps et c'est une solution pour aller retrouver le cash qui peut manquer à un certain moment. Je terminerai ce slide en rappelant vraiment, ayez des rapports d'échanges transparents avec vos interlocuteurs bancaires. Je sais que notre quotidien et votre quotidien ne vous amène pas forcément à appeler votre interlocuteur bancaire au quotidien. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais en tous les cas, d'avoir des échanges ponctuels et transparents avec eux, ça permettra de cultiver la bonne connaissance de votre activité et surtout de cultiver la confiance que votre interlocuteur aura vis-à-vis de votre activité. Et quand arrive le moment d'intervenir rapidement, notamment sur les sujets de trésorerie de BFR, ça permet d'avoir des réactions rapides et positives qui vous permettent aussi de revenir et de retraiter le quotidien qui est le vôtre et de vous concentrer sur votre activité. Je veux bien, Angèle, éventuellement qu'on passe sur le slide suivant et je fais attention au maître du temps que je vois en bas à droite pour être certain de ne pas être trop long et je vous garantis que je ferai en sorte de ne pas dépasser.
Euh, le leaseback, voilà, j'ai envie de m'arrêter un instant sur cette solution-là. Je travaille avec un certain nombre d'établissements financiers et je ne constate depuis de nombreuses années que le leaseback est une solution sous-utilisée. C'est quoi le leaseback? Le leaseback, c'est éventuellement aller chercher un financement sur des investissements importants ou pas que vous avez pu réaliser dans les mois passés. Alors, je marquais sur ce slide que vous avez réalisé sur fonds propres, donc acheté en cash, sur les fonds propres de l'entreprise, sur les 10 mois glissants. Pourquoi? Parce que il faut laisser le temps aussi au banquier de pouvoir travailler la ligne, de monter son dossier, de l'instruire, de le présenter, d'obtenir l'accord nécessaire de la personne en délégation et de le mettre en place. Généralement, on est capable de verser et de prendre un financement en leaseback au montant du prix de l'achat sur les 12 mois glissants. Au-delà, il va falloir tenir compte d'un amortissement. Donc, le leaseback est tout de suite un sujet beaucoup plus compliqué quand on dépasse la première année. C'est pourquoi je dis, si vous avez réalisé des achats sur les 10 mois glissants, vous pouvez parler à votre interlocuteur bancaire, vous pouvez parler à une banque que je peux et que Angèle et moi pouvons vous présenter aussi. Il y a des sujets de leaseback. Vous pouvez retrouver du cash, même en regardant toutes les factures qui ont été réglées au comptant sur les petits investissements. En règle générale, le leaseback se fait sur des petits achats matériels. Ça peut être des petites factures, mais mises à bout les unes aux autres, les montants parfois sont même surprenants. Donc voilà, ça peut être aussi une machine qu'on a payée rapidement parce que elle était l'occasion, il fallait aller vite, on n'avait pas le temps. On connaît tous le quotidien des uns et des autres et je comprends que quand il faut aller vite, parfois, on n'a pas le temps d'aller briefer notre interlocuteur bancaire sur le sujet. Mais néanmoins, quand arrive un sujet de trésorerie, le leaseback est une solution pour aller vite, d'autant plus que la machine étant déjà livrée, vous en êtes satisfait, il y a tout l'aspect risque opérationnel du dossier qui disparaît. Donc ça permet aussi quand même d'aller mettre en place une ligne extrêmement rapidement. Les acteurs pour le leaseback, quels sont-ils? Bah oui, votre banque, ça va sans dire. Mais ça peut être aussi une banque challenger si votre banque, vous la sentez peut-être un petit peu manquer de réactivité sur le sujet parce qu'on en fait assez peu. Et je sais qu'il y a des acteurs bancaires aujourd'hui qui ne sont pas forcément des plus enthousiastes sur cette notion du leaseback. Je le sais, mais en tous les cas, c'est une solution qui existe pour que vous puissiez refinancer de la valeur qui est chez vous. Vous avez aussi d'autres acteurs qui existent. On en parle assez peu. Les acteurs qui font de la location financière sont des établissements financiers qui sont parfois des filiales de banque, parfois des courtiers qui vont travailler avec d'autres filiales de banque et qui sont capables de faire du leaseback. C'est aussi une solution pour aller refinancer des investissements que vous avez réalisés sur fonds propres chez vous. Voilà. Et il est tout à fait possible de faire appel à ces acteurs de location financière. Et j'en connais un certain nombre. Je peux vous aider sur ces sujets-là si vous souhaitez que nous creusions ce point-là. Vous avez la possibilité de refinancer avec un acteur de location financière ce matériel-là. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage principal de ne pas solliciter d'ouverture de compte et notamment donc de ne pas perturber les équilibres que vous avez su tisser au fil des mois et des années avec vos partenaires bancaires. Quand il n'y a pas d'ouverture de compte, parfois, ça simplifie la chose. Voilà, donc vous avez une demande d'accord et puis après, derrière, vous facturez l'établissement financier qui rachète le matériel et qui peut vous le recéder au terme du financement pour un montant symbolique dans les cadres des partenariats que nous avons mis en place à la FIM pour des montants symboliques qui tiennent du prix de la facture, c'est-à-dire 15 € hors taxe. Donc la cession de propriété en fin de durée n'est absolument pas un frein pour que vous puissiez retrouver la propriété et bien évidemment l'utilisation du bien que vous avez mis en location financière. Mais voilà, la location financière, on le voit beaucoup dans les entreprises
bon nombre de copieurs sont mis en place dans les entreprises avec un établissement de location financière. Je pense que dans le parc de copieurs en France, 95% de, des copieurs mis en place en France, dans les entreprises, sont mis en place via location financière. Parfois, ce sont des captives de ces grands noms de la bureautique, parfois pas. En tous les cas, la location financière est partout. Hein, et nous savons tout à fait accompagner ce genre de prérogatives-là. Donc voilà, le leaseback, je vous invite vraiment à le noter, à le garder à l'esprit, parce que c'est peut-être les 20-30 000 euros que vous pouvez aller retrouver rapidement sans aller chercher une dette BFR, du découvert ou des solutions plus contraignantes. Angèle, je veux bien éventuellement qu'on passe au slide suivant et je n'oublie pas le temps qui est le nôtre. Je vais me consacrer maintenant sur un des points qui est le dernier sur lequel je vais me consacrer aujourd'hui. Et il y en a d'autres. Et encore une fois, je le répète, ce webinaire n'est pas une fin en soi. Angèle et moi sommes à votre disposition pour compléter cette humble intervention, pour vous apporter des informations plus précises par la suite, si vous voulez solliciter, bien sûr. Hein. Mais voilà, le financement du poste client. Pourquoi je tenais à ce qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui? Avant la crise Covid, le sujet du financement du poste client n'était pas forcément tant regardé que ça. Depuis, beaucoup plus. Je le constate au gré des échanges bancaires auxquels je participe, au gré des réunions avec des banques auxquelles je participe, au gré des instructions bancaires auxquelles je participe. Je vois la réaction bancaire et celle-ci ne me choque pas. Absolument pas. Bien au contraire, elle me semble même relativement saine. Quand on a besoin d'aller solliciter son interlocuteur bancaire ou ses interlocuteurs bancaires, si on travaille avec plusieurs banques, il est tout à fait légitime de solliciter son partenaire bancaire pour aller chercher du prêt BFR de temps en temps. Mais la réaction de la banque est tout aussi légitime de dire, écoutez, moi je ne suis pas contre instruire un sujet de prêt BFR, mais d'un contrario, vous comprendrez aussi que je m'intéresse aux soins que vous accordez au poste client, à votre poste client pour récupérer les sous qui sont les vôtres. Et ça, c'est une démarche d'esprit que l'on voyait moins avant la crise Covid chez les interlocuteurs bancaires et qui aujourd'hui est devenue quotidienne. Vous avez besoin de BFR, très bien. Eh bien, à ce moment-là, prenez soin de votre poste client et on va travailler l'accompagnement BFR. Et c'est pour cette raison que je tenais à ce qu'on aborde le sujet du financement et sécurisation du poste client. Il y a plusieurs solutions pour le faire et pour satisfaire vos interlocuteurs bancaires quand vous avez besoin d'aller chercher du BFR. Il y a l'approche d'AI que vous retrouverez au sein de votre banque. Hein. Ça existe. Vous pouvez financer votre activité et vos créances là-dessus. Vous pouvez vous rapprocher de votre banque pour travailler sur une approche d'AI. Il n'y a pas que ça. BPI, c'est aussi apporter cet accompagnement-là. Vous pouvez les consulter sur ces sujets-là. Ils ont une approche Avance Plus, qui est une forme d'affacturage via BPI, qui vous permet d'aller trouver et de prendre soin de financer votre poste client, en bref, d'aller récupérer tout de suite le cash de factures que vous avez émises. Et puis, il y a les acteurs de l'affacturage très classiques, et ils sont nombreux. Croyez-moi, ils sont nombreux. Je pense que tous les groupes bancaires français ont leurs acteurs, une filiale qui est fait de l'affacturage. Et puis, il y a des acteurs individuels, ponctuels, qui augmentent le tissu de tous ces acteurs de l'affacturage en France. L'affacturage est une solution qui permet, oui, de céder vos factures à un facteur qui va vous les régler, TTC, hein, parce que le facteur résonne en TTC, et puis derrière qui va se rapprocher de votre client en demandant, ben voilà, vous devez normalement régler telle facture, je vous invite à le faire sur tel RIB. Le sujet de la facturage est encore sous-utilisé en France. Le recours à la facturage grandit, mais c'est encore extrêmement modeste en France. On est même parfois, quand on connaît l'envergure
des tensions de trésorerie qui sont connues aujourd'hui dans le tissu, on est surpris que le facturage ne soit pas plus utilisé que ça. Alors, il y a peut-être des raisons qui expliquent cela, et notamment le coût, c'est vrai. Et le coût du facteur a été longtemps critiqué. Dans la facturage, il va y avoir le fonds de garantie. Généralement, le facteur, il va vous verser tout de suite 90% de la facture TTC que vous avez émise. Les 10% ne sont pas perdus, je vous rassure. Ils vous sont reversés une fois que le facteur a bel et bien été payé par votre client. Mais toujours est-il, la rotation naturelle des factures fait qu'il y a toujours 10% dehors. Donc, en termes de capacité pulmonaire de l'entreprise, c'est un petit peu étouffant. Il faut le reconnaître. À cela s'ajoute la commission d'affacturage, qui est la prestation du facteur, voilà, qui est un coût qui existe et qui réduit un petit peu les niveaux de marge. C'est logique. Et puis aussi la commission de financement qui va s'ajouter à ça, qui vous permet de percevoir tout de suite le fruit et les montants d'une facture que normalement vous auriez dû recevoir au délai de paiement. Donc, ce montant-là est une commission de financement qui est facturée sur la base de l'Euribor 3 mois et de la marge du facteur. Donc voilà, ces différents coûts-là font que parfois on hésite un petit peu à aller se rapprocher de la facturage. Je le comprends. Aujourd'hui, quand même, la grande majorité des acteurs de la facturage français ont su quand même sculpter de plus grande manière, de meilleure manière, leur approche de l'accompagnement des entreprises qui souhaitent céder des factures. Donc c'est un recours auquel vous pouvez avoir. Vos interlocuteurs bancaires ont forcément un contact à vous donner, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi avoir dans cette notion de la facturage la notion de l'assurance crédit. En effet, le facteur ne pourra jamais intervenir sans que le client qui est le vôtre puisse être assuré crédit. Alors, il y a deux approches. Il y a le full factor, où le facteur va apporter la solution de l'assurance crédit en accompagnement de sa notion d'affacturage. De toute façon, ne pouvant travailler sans assurance crédit, le facteur, à minima, va vous proposer des solutions pour que vous puissiez le faire. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez avoir le droit de vous intéresser à une assurance crédit déléguée qui vous permet quand même de sécuriser l'intégralité de votre poste client sans que vous ayez besoin de tout céder au facteur, parce que vous n'êtes pas tenu de tout céder au facteur. Quand on cède au facteur, généralement, on cède toutes les factures qui concernent un client, mais vous n'êtes pas obligé de céder tous vos clients. Si vous avez des clients qui vont très bien, qui payent rubis sur rouge rapidement, pourquoi le céder au facteur? Pas forcément nécessaire. Par contre, ceux qui traînent un petit peu, là, il faut quand même reconnaître que ça peut être intéressant de percevoir ses sous tout de suite quand on sait qu'on a un facteur qui traîne un petit peu. Et d'autant plus que quand les mentions de subrogation apparaissent sur les RIB, les clients généralement mettent ces clients-là en priorité au règlement parce que ça peut avoir des effets néfastes au niveau de la cotation et notation assurance crédit. Donc c'est même vertueux d'avoir un accompagnement facteur sur ces sujets-là. Et puis surtout, quand vous êtes en full factor, seuls les clients que vous cédez sont assurés crédit. Or, avec une assurance crédit déléguée, vous pouvez avoir une assurance crédit qui couvre qui sécurise votre poste client, même si vous ne cédez pas ce client-là à votre facteur. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est existant, qui est facile. Et en plus de ça, j'apporte une information supplémentaire. Quand vous allez voir votre banque pour aller demander du découvert, pour aller demander éventuellement un prêt BFR, la banque va s'intéresser à vous, à votre aptitude à pouvoir assumer les engagements que vous demandez. Le facteur, l'analyse risque, elle est quand même différente parce que le facteur va s'intéresser à votre aptitude à faire votre métier correctement, ça va de soi, mais elle va surtout s'intéresser à la santé financière de votre client. Donc c'est une analyse risque qui n'est plus concentrée uniquement sur vous, mais aussi surtout sur vos clients. Donc c'est une approche différente, une analyse différente et surtout un risque différent pour l'interlocuteur. Donc ça c'est intéressant de le mettre en jeu parce que cette fois-ci l'acteur facteur ne va pas concentrer son regard uniquement sur vous, sur votre aptitude à faire votre métier. Ça, c'est indéniable, à savoir comment vous le faites, mais surtout sur la santé financière de votre client. Angèle, est-ce que c'est possible de passer sur un de mes derniers slides
Et après, on se consacrera aux questions éventuelles qui sont les vôtres. Quitte à parler d'affacturage, je n'avais pas l'intention dans cette humble intervention de parler trop de solutions sur lesquelles je peux intervenir, mais sur l'affacturage, il y a quelque chose qui existe, qui est assez unique, et pour le savoir, il faut le dire. Nous avons constaté à la FIM, avec les fédérations, les syndicats professionnels avec lesquels nous travaillons, et un certain nombre d'adhérents actifs et impliqués, que le facteur, je le disais, entre le fonds de garantie, la commission d'affacturage, la commission de financement, la totalité de tout ça fait que parfois on est un petit peu réticent à l'idée de faire appel à cette solution-là. J'entends. Il existe aujourd'hui une solution que nous avons mise en place avec plusieurs acteurs facteurs, qui permet d'apporter des garanties à l'acteur facteur. Hein. On a mis ça en place avec certains, pas tous. Ça sert à rien d'avoir des partenariats avec tout le monde. Ça. À la fin, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. Mais en tous les cas, avec deux acteurs importants, probablement les deux des plus gros acteurs de l'affacturage en France, nous avons mis en place une convention qui permet de leur apporter, tel est notre métier premier chez Sofitech, vous le savez, d'apporter des garanties aux facteurs. Et parce que nous apportons des garanties à ces facteurs-là, dès lors que une ligne d'affacturage est mise en place, assurance crédit délégué ou pas, peu importe, ça ne rentre pas en ligne de compte, le niveau de fonds de garantie peut tomber du standard à 10 jusqu'à 3%. Et ça, c'est pas anodin, parce que percevoir sur une facture de 10 000 TTC tout de suite 9 700, ou du moins en tous les cas dans les 48 heures, c'est agréable quand on sait que parfois il faut attendre le délai de paiement, les 60 jours, et puis après le retard de paiement, et on sait que de toute façon, nous l'avons constaté, que les délais de paiement des clients quand même se sont rallongés depuis quelque temps, pour les raisons assez logiques que nous avons vues dans les slides que je vous ai présentés de la COFAS tout à l'heure. Mais voilà, en tous les cas, savoir et faire en sorte que le fonds de garantie soit divisé grosso modo par 3, c'est important. Parce que c'est autant de sous qui sont mieux sur vos comptes que sur le fonds de garantie du facteur en question. Hein. Et puis aussi, la rotation naturelle des 10% du fonds de garantie qui sont toujours dehors, c'est autant de marge sur laquelle vous ne pouvez pas compter au quotidien. Et c'est en ça que ça pouvait être un frein au recours à la facturage. Et c'est là-dessus que nous avons souhaité œuvrer, intervenir pour faire en sorte que ce recours à la facturage soit plus automatisé et qu'il permette derrière, parce que vous communiquerez, et ça se voit sur vos bilans, que vous faites appel à de la facturage, d'avoir une plus grande confiance de vos interlocuteurs bancaires avec lesquels vous travaillez, d'avoir une plus grande confiance du tissu bancaire, d'avoir un meilleur enthousiasme du tissu bancaire. Voilà, je crois que j'ai été un petit peu plus long que prévu. Je m'en excuse. J'ai essayé d'être le plus succinct possible dans mon intervention. J'ai un dernier slide qui met à votre disposition mes coordonnées, mais de toute façon, il suffit de vous rapprocher d'Angèle, de Madame de la Bouglise, de Fibois de France, tout simplement, et puis de moi, et on travaillera avec Fibois main dans la main pour faire en sorte de répondre à vos questions qui seront les vôtres. Il y a des magiciens nulle part, c'est vrai, mais en tous les cas, on met de l'enthousiasme à essayer de répondre aux questions qui sont les vôtres. En avez-vous d'ailleurs à ce sujet-là, Romane? Non, pas de questions. Vous m'entendez? Romane, Oui. est-ce que tu m'entends à tout Moi, hasard? je vous entends. Vous m'entendez? Hein, il n'y a pas de message. Alors, je continue un petit peu mon intervention en préparation de ce webinaire ce matin, enfin fin de matinée. On savait avec Angèle que peut-être les questions seraient moins nombreuses que sur d'autres sujets plus facilement évocables, les sujets de trésorerie, des complications que l'on peut connaître ponctuellement. On rentre vraiment dans l'intimité de notre gestion d'entreprise et c'est parfois plus difficile de les évoquer comme ça, même sur un chat. Donc, en tous les cas,
Si des questions ne sont pas recensées là maintenant, ce n'est pas grave, on le comprend aisément et on est bien évidemment à votre disposition pour que l'on traite les questions au cas par cas après le webinaire. Voilà. Y a-t-il, Angèle, des questions éventuellement? Du coup, donc non, il n'y a pas de questions. Je te remercie, Jérôme, donc pour la présentation de ce jour et pour avoir rappelé les enjeux liés donc au sujet de la trésorerie d'entreprise qui sont aujourd'hui un sujet vraiment d'actualité en fonction du contexte économique dans lequel on se retrouve. Je vous remercie également à tous d'avoir participé à ce premier rendez-vous des Midis de la Finance. Il y a Suzy qui met un petit message qui remercie pour la qualité de ton intervention, Jérôme, et qui te souhaite une bonne journée. Donc, voilà, merci encore à tous pour votre présence. Et puis, si de questions vous viennent, n'hésitez pas à me contacter également. Bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et puis à votre disposition. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.